Pour mon anniversaire, ma femme m'a dit que je n'étais bon qu'à payer les factures. Mon fils a ri. J'ai mangé mon gâteau et je suis parti sans un mot. 3 semaines plus tard, elle pleurait à mon bureau, suppliant mon patron de lui dire où j'étais. Je ne suis pas le genre de type à m'apitoyer sur mon sort. J'ai travaillé de mes mains toute ma vie. La peau épaisse, la bouche discrète, le genre de gars qui fait le travail. Mon nom est Thomas. J'ai 42 ans, marié depuis 17 ans, et j'ai un fils de 14 ans nommé Kylian qui pensait que j'étais le meilleur. Autrefois. Ces jours-ci, il lève à peine les yeux de son téléphone à moins que sa manette ne se décharge ou que le Wi-Fi ne coupe. Mais je comprends. C'est un adolescent. Les hormones, les amis, peu importe. Je me souviens d'avoir son âge et de penser que je savais tout. Mais à l'époque, même quand j'étais un gamin insolent, je disais quand même merci quand quelqu'un me tendait un cadeau. Surtout quand ce quelqu'un travaillait des doubles quarts pour se le permettre. Ma femme, Karine, pas un surnom, c'est son vrai nom, était douce autrefois. C'était le genre de femme qui me frottait les épaules pendant que j'étais à moitié endormi devant la télé et qui laissait des post-it dans ma boîte à lunch avec des choses comme « Tu vas y arriver » ou « Tu me manques déjà ». Mais cette version d'elle a commencé à s'estomper vers la 9e année de notre mariage. Je ne sais pas exactement ce qui l'a causé. Peut-être le stress des factures ou le fait que je ne suis pas le gars le plus romantique du monde. Ou peut-être qu'elle m'a simplement dépassé. Quelle que soit la raison, petit à petit, l'affection s'est tarie. Au début, je me suis dit que ce n'était qu'une phase. Les mariages traversent des périodes de vache maigre, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas seulement une période de vache maigre. C'était une sécheresse. Cela a commencé petit. Elle a arrêté de préparer mes repas. Pas grave. Puis les post-it ont disparu. Puis c'était le dîner seul à table parce qu'elle avait déjà mangé avec Kylian. Je rentrais à la maison dans une maison silencieuse, des plats dans l'évier et mon fils enfermé dans sa chambre avec son casque, hurlant sur des étrangers en ligne. Je l'embrassais toujours le soir. Elle a cessé de tourner la tête pour me rencontrer. Maintenant, je ne suis pas un chiot amoureux. Je sais que la vie n'est pas un film, mais on s'attendrait à au moins un peu de respect de la part des gens pour qui on se tue, n'est-ce pas? Je quitte la maison à 6h30 tous les matins pour me rendre sur le chantier. Pluie, neige, peu importe. Je me casse le dos toute la journée, rentre à la maison endolori et couvert de sueur, et tout ce que j'obtiens, c'est « Tu as oublié d'acheter du sopalin ». Même pas un « Comment s'est passée ta journée ?» Pas même un contact visuel la moitié du temps. Mais j'ai continué à persévérer parce que c'est ce que font les pères. Nous portons le fardeau. Nous ne nous plaignons pas. Nous continuons simplement jusqu'à mon anniversaire, le 2 novembre. Je ne m'attendais pas à des ballons ou quoi que ce soit. Je n'ai pas 10 ans. J'ai juste imaginé que Karine ferait peut-être mon dîner préféré. Du pain de viande, de la purée de pommes de terre et cette tarte au chocolat qu'elle faisait cuire chaque année sans faute. Ou peut-être que Kylian mettrait en pause son jeu assez longtemps pour au moins dire « Joyeux anniversaire, papa ». Honnêtement, une simple carte et un « Nous t'aimons » aurait suffi. Je me serais contenté de ça. Au lieu de cela, je suis entré dans une maison silencieuse. Aucune odeur de dîner, aucune décoration. Karine était assise sur le canapé en tenue de sport, à faire défiler son téléphone. Kylian avait son casque, les yeux rivés sur l'écran. Le volume de la télé était assez fort pour que j'entende des coups de feu et des cris depuis le couloir. Karine a levé les yeux. « Salut » a-t-elle dit. « Salut » ai-je répondu. J'ai attendu. Rien. J'ai regardé Kylian. Il n'a même pas cligné des yeux. J'ai éclairci ma gorge. Alors, il se passe quelque chose aujourd'hui? Karine a froncé les sourcils comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Puis elle s'est levée, s'est dirigée vers la table à manger et a ramassé une petite enveloppe blanche. « Oh, c'est vrai » a-t-elle dit. J'ai presque oublié. Elle me l'a tendue d'une main, tenant toujours son téléphone dans l'autre. Je l'ai ouverte lentement, pensant que c'était peut-être juste elle qui jouait la cool. Comme s'il y avait peut-être à l'intérieur une carte cadeau pour ce magasin de pêche que j'aime, ou peut-être une note qui montrerait qu'elle se souvenait encore de l'homme que j'étais. À l'intérieur, il y avait une carte. Pas de dessin animé ou de photos amusantes sur le devant, juste un gris uni avec des lettres argentées.
Joyeux anniversaire. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, de l'écriture de Karine, il était écrit « Merci de payer les factures. C'est tout ce à quoi tu sers. » Je l'ai fixé. Je l'ai lu 2 fois. Mes mains n'ont pas tremblé. Mon visage ne s'est pas déformé. Je suis resté là, la tenant. Puis je l'ai entendu. Kylian a reniflé, un vrai petit rire. J'ai levé les yeux. Il avait enlevé son casque et riait. « Maman, c'est sauvage », a-t-il dit. « C'est froid. Tu as vraiment écrit ça. » Elle a souri. Eh bien, je trouvais ça drôle. J'ai de nouveau regardé la carte, puis la cuisine vide. Pas de gâteau, pas de dîner, pas même une bougie. Y a-t-il un gâteau ou, ai-je demandé. Karine a haussé les épaules. Il y a une part de cheesecake restante de l'anniversaire de Kylian. Tu peux la prendre si tu veux. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur en silence, j'ai pris la part de cheesecake sur laquelle il y avait le nom de quelqu'un d'autre, je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai mangé avec une fourchette en plastique. La carte était posée face cachée à côté de moi. Kylian est retourné à son jeu. Karine a remonté le volume de son téléphone. Personne n'a dit un autre mot. J'ai attendu que le gâteau soit fini. Puis je me suis levé, j'ai sorti la poubelle dans le froid de l'air de novembre et je suis rentré. Mes genoux ont craqué. Mon dos me faisait mal. J'ai frotté mes mains sur mon jean et j'ai regardé le salon. Karine n'a même pas levé les yeux. Kylian riait de nouveau dans son casque. Je n'ai pas dit un mot. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai fait une petite valise de sport, juste des vêtements, mon portefeuille et quelque chose qui comptait vraiment pour moi, comme la photo de mon père pêchant avec moi quand j'avais 12 ans. Et le vieux couteau de poche qu'il m'avait donné avant de mourir. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la pièce. Le silence était plus fort que jamais. Puis j'ai franchi la porte d'entrée et je n'ai pas regardé en arrière. Pendant 3 semaines, je n'ai dit à personne où j'étais allé. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai rien posté en ligne. Je suis resté dans un motel bon marché près du lac et j'ai pris du travail supplémentaire sur un projet de rénovation en dehors de la ville. C'était calme, paisible, le genre de calme qui ne se sent pas seul. On a l'impression que c'est mérité, jusqu'à hier soir vers 23h. J'ai reçu un SMS de mon patron, Richard. Le gars possède l'entreprise de construction pour laquelle je travaille. Il connaissait Karine de passage. Il l'avait rencontrée à quelques fêtes de bureau et barbecue au fil des ans. C'est un homme bon. Il ne cherche pas les drames. Le texte disait juste, elle est là. Elle pleure. Tu veux que je lui dise où tu es allé? Et juste comme ça, la paix s'est brisée. Je n'ai pas encore répondu. Pas encore. Parce que maintenant je me demande pourquoi elle pleure. Pourquoi maintenant? Et plus important encore, qu'est-ce qu'elle veut exactement? J'ai fixé le message de Richard pendant longtemps. Elle est là. Elle pleure. Tu veux que je lui dise où tu es allé? Il a vibré dans ma main comme s'il était vivant, vibrant avec quelque chose de plus que de simples mots. Une partie de moi voulait jeter mon téléphone à travers la chambre du motel. Une partie de moi voulait l'appeler, crier, exiger une réponse. Mais surtout, je suis resté assis sur le bord du lit raide du motel, me sentant vide. Je n'avais rien dit à Richard sur les raisons de mon départ, juste que j'avais besoin de temps libre, que je prendrais le quart de l'équipe de week-end sur la rénovation du chalet au bord du lac, à 2 villes de là. Il n'a pas posé de questions. Je pense qu'il pouvait voir le poids dans mes yeux. Les hommes comme Richard, à l'ancienne, élevés avec des accords conclus par une poignée de main et des matins tôt, n'ont pas besoin de beaucoup d'explications. Ils savent juste. Mais maintenant elle était à son bureau en train de pleurer. Et cela me déconcertait vraiment parce que la femme qui m'avait regardé manger mon gâteau d'anniversaire seule à notre table de cuisine comme si j'étais un invité dans ma propre maison, la femme qui m'avait donné une carte qui aurait aussi bien pu être une gifle. Cette femme ne semblait pas être le genre à pleurer mon départ. Elle semblait qu'elle ne le remarquerait même pas. À moins, bien sûr, que quelque chose n'ait changé ou que quelqu'un n'ait dit quelque chose. Je n'ai pas répondu à Richard. J'ai juste posé le téléphone face contre terre, éteint la lampe du motel et me suis allongé dans le noir, fixant le plafond. L'air était épais de silence, le genre qui pèse sur les côtes.
J'avais déjà ressenti ce genre de silence. Une fois aux funérailles de mon père, une fois dans la salle d'attente de l'hôpital quand Kylian est né, et maintenant ici, seul, flottant dans l'espace entre ce qui était et ce qui va suivre. Et pendant que j'étais allongé là, mon esprit a commencé à rembobiner. Pas seulement jusqu'à l'anniversaire, mais jusqu'à tous les petits moments qui l'ont précédé. Des moments que je ne m'étais pas permis de ressentir jusqu'à maintenant. Et quand je les ai tous assemblés, j'ai réalisé que le manque de respect n'avait pas commencé le 2 novembre. Il avait commencé bien avant. Permettez-moi de revenir en arrière. L'été dernier, nous sommes partis en voyage en famille à Saint-Malo. C'était censé être un grand moment de renouveau. Karine l'avait planifié. Kylian avait fait sa propre valise, et j'avais quitté le travail plus tôt pour nous y emmener. J'ai payé l'Airbnb, l'essence, la nourriture, les billets pour le stupide musée des curiosités que Kylian insistait pour visiter. Tout ça, et je ne me suis pas plaint une seule fois. C'est ce que font les pères, n'est-ce pas? Nous subvenons aux besoins, mais tout le voyage semblait bizarre. Karine me regardait à peine. Kylian avait ses AirPods 90% du temps. Nous sommes allés dans un restaurant de fruits de mer le deuxième soir, et pendant que nous attendions la nourriture, Kylian a dit « Maman, tu te souviens quand nous sommes venus ici juste nous deux ?» C'était beaucoup plus amusant. J'ai cligné des yeux. Quand était-ce? Karine n'a même pas sourcillé. Le printemps dernier. Ton emploi du temps était chargé, alors nous sommes partis sans toi. Aucune excuse, aucune culpabilité, juste une bombe lâchement jetée sur des beignets et des crevettes frites. Puis Kylian a en rajouté. C'était génial. Juste maman et moi. On a vraiment fait des choses. Pas comme maintenant. Et Karine a juste ri comme si c'était drôle. Comme si ce n'était pas un coup de poignard. C'était la première fois que je le ressentais vraiment. Ce sentiment d'être remplacé. Pas trompé. Pas exactement, mais remplacé comme si j'étais lentement en train d'être écarté de ma propre famille. Après le voyage, ça a empiré. Karine a commencé à faire de grands projets familiaux sans me le dire. Je rentrais du travail et découvrais qu'ils étaient sortis dîner, juste deux. Les événements scolaires de Kylian. Elle y allait seule. Je n'étais pas invité. Et quand je demandais, j'avais toujours la même réponse. Nous pensions que tu étais fatigué par le travail. Au début, j'ai essayé de la croire. Mais avec le temps, il est devenu évident que ce n'était pas lié à ma fatigue. Il s'agissait de mon absence rendant les choses plus faciles pour eux, plus calmes, moins d'efforts. Un soir, j'ai trouvé Kylian assis au comptoir de la cuisine, tapant quelque chose sur son ordinateur portable. Je suis entré et lui ai tapoté l'épaule. « Sur quoi travailles-tu, mon gars ?» Il a à peine levé les yeux. « Un essai ? Besoin d'aide ? » « Non. » Je me suis penché. « Quel est le sujet ? » « Une personne qui m'inspire. » J'ai souri. « Bien. Qui as-tu choisi ? » Il a légèrement tourné l'écran pour que je puisse voir. L'essai commençait par « Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse. Elle fait tout dans notre maison et n'est jamais assez créditée. » J'ai attendu, lisant. Aucune mention de moi. Pas même une phrase. Elle fait tout, hein, ai-je dit, en gardant mon ton léger. Kylian a haussé les épaules. Eh bien, oui. Et c'était tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon propre enfant pensait que je ne faisais rien, comme si j'étais juste un personnage de fond dans sa vie, passant avec un chèque de paie et un soupir de fatigue. J'ai commencé à regarder plus attentivement après cela. Karine me corrigeait constamment devant lui. Si je lui disais de faire la vaisselle, elle disait « Il est fatigué, Thomas. Il a eu une longue journée. » Si je disais non à quelque chose, elle disait oui derrière mon dos. Une fois, je l'ai puni pour avoir été insolent, et le lendemain matin, il était parti. Elle l'avait emmené au cinéma en guise de récompense pour avoir été honnête. C'est à ce moment-là que Kylian a complètement cessé de m'écouter. Il roulait des yeux quand je parlais. Grognait des réponses. Et si jamais j'élevais légèrement la voix, Karine intervenait avec ce ton, vif et protecteur. Ne lui crie pas dessus, Thomas. Je ne criais pas. J'essayais d'être un père. Mais dans cette maison, il n'y avait pas de place pour cela. Je suis devenu la banque,
le chauffeur, l'éboueur, l'homme qui payait la facture d'eau et devenait invisible quand le robinet coulait. Un soir de septembre, j'ai entendu une conversation que je n'étais pas censé entendre. Karine était dans le salon avec sa sœur, Sophie. Elle ne savait pas que j'étais rentré tôt. Karine a dit, honnêtement, je ne me sens même plus marié. C'est comme vivre avec un colocataire qui paie tout mais n'apporte rien émotionnellement. Sophie a dit, alors pourquoi ne pas simplement partir? Karine a ri. Parce que j'aime ma vie, la maison, la stabilité. Et Kylian a besoin d'argent pour l'université. Je suis resté figé dans le couloir. Ce n'était pas seulement du manque de respect. C'était du calcul. C'était m'utiliser. Après cette nuit-là, j'ai cessé de poser des questions. J'ai cessé de chercher le contact. J'ai commencé à planifier. Mais malgré tout, j'ai gardé espoir. Un espoir stupide et tenace. Jusqu'à l'anniversaire, jusqu'à cette carte, jusqu'à ce que Kylian me rit au nez comme si j'étais une blague. Et maintenant elle pleurait. Maintenant, j'ai repris mon téléphone et j'ai fixé le message de Richard. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait défiler mes SMS. Rien de Karine. Rien de Kylian. Pas même un « Où es-tu » Juste le silence jusqu'à ce matin. Un nouveau message d'un numéro inconnu. Tu dois revenir. Kylian a peur. S'il te plaît, Thomas. Cela m'a arrêté net parce qu'elle ne m'appelait jamais Thomas quand elle était sérieuse. Elle disait toujours Tom ou chéri ou rien du tout. C'était différent. J'ai hésité. Puis j'ai appelé le numéro. Karine a décroché à la première sonnerie. Allô, a-t-elle dit, à bout de souffle. Tom, oh mon Dieu, tu as répondu. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas où tu étais allé. Je suis devenue folle. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu partais? J'ai pris une inspiration. Tu n'avais pas l'air de t'en soucier. Il y eut une longue pause. Puis elle a murmuré, je sais. J'ai attendu. Pas d'excuses. Pas de colère. Juste cet aveu. J'ai gaffé. Il a dit, vraiment. Je suis resté silencieux. Elle a continué, Kylian a mal agi. Il a lancé quelque chose contre le mur hier. Il m'a crié dessus. Il a dit que j'avais tout ruiné. Il me reproche ton départ. J'ai cligné des yeux. Il a dit ça. Oui, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je lui ai dit qu'on pouvait s'en sortir sans toi, qu'on irait bien, mais ensuite je l'ai trouvé en train de pleurer dans sa chambre. Il a dit que tu lui manquais. Ma gorge s'est serrée. Karine, cette carte que tu m'as donnée. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Je sais que c'était censé être une blague. Une mauvaise. Je pensais que tu rirais. Je ne le pensais pas. Tu n'as même pas dit joyeux anniversaire. Je sais. Je suis resté assis, téléphone collé à mon oreille, le cœur battant. Tu m'as fait me sentir comme un étranger dans ma propre maison, ai-je dit doucement. Tu as monté mon propre fils contre moi. Non, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Je ne voulais pas, mais tu l'as fait. Je l'ai entendu commencer à pleurer. Le genre de pleurs brutes et qui ne viennent que lorsque quelqu'un voit enfin le désastre qu'il a causé. Mais je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti autre chose, quelque chose de plus froid, de plus calme. J'ai regardé par la fenêtre du motel le lac scintillant au loin, le reflet du soleil levant coupant le brouillard. Puis j'ai dit à Kylian que je l'appellerai. Et j'ai raccroché. J'ai su alors que le temps de parler était terminé. Parce que ce que Karine ne savait pas encore, c'est que j'avais déjà rencontré un avocat, et je ne reviendrai pas les mains vides. Pour la première fois en 17 ans, je me suis réveillé sans que les attentes de quelqu'un d'autre ne me tirent du lit. Pas de liste de tâches en attente, pas de commentaires passifs-agressifs résonnant dans le couloir. Pas d'épaules froides, juste un plafond de motel bon marché, le faible bruit des oiseaux à l'extérieur et la chaleur rugueuse d'une couverture que je ne partageais avec personne. Je suis resté allongé un moment, fixant le vide. Le genre de regard où vos pensées se déplacent lentement comme le brouillard sur l'eau. Il y avait une lourdeur dans ma poitrine. Oui. Mais en dessous, autre chose. Pas la paix. Pas encore.
Mais quelque chose de proche. Comme la première inspiration après avoir retenu son souffle sous l'eau trop longtemps. Je ne savais pas qui j'étais sans eux. Pas vraiment. C'était la partie la plus effrayante. Car pendant près de 2 décennies, j'avais construit toute mon identité autour du fait d'être un mari et un père. C'était mon insigne. Tout mon sentiment d'estime de soi venait du fait de me montrer, de payer les factures, de réparer l'évier qui fuyait à minuit, de renoncer à de nouvelles bottes de travail pour que mon enfant puisse avoir la nouvelle Xbox. De sourire à travers des choses qui faisaient mal parce que c'est ce que font les pères. Alors quand je suis parti, je n'ai pas seulement quitté une maison. J'ai laissé derrière moi moi-même. Du moins la version de moi qu'ils connaissaient. La version dont ils dépendaient, qu'ils méprisaient et qu'ils ont lentement réduite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un fantôme avec une boîte à outils et un compte bancaire. Et pendant un moment, je me suis senti comme ce fantôme. La première semaine loin, j'ai à peine parlé. J'allais au projet de chalet au bord du lac avec Richard et l'équipe, je martelais et perçais toute la journée, je rentrais fatigué, je prenais une douche sous l'eau tiède du motel, puis je restais assis en silence jusqu'à ce que je m'endorme. Pas de télé, pas de musique, pas d'appel. Je ne voulais pas de distraction. Je voulais le calme. Parce que lorsque toute votre vie s'effondre, vous avez besoin d'entendre le bruit des morceaux qui tombent sur le sol. C'est comme ça que vous comprenez ce qui vaut la peine d'être ramassé. Le motel était petit mais propre. Il avait l'une de ces vieilles machines à sous avec des boutons décolorés et des prix qui n'avaient pas changé depuis 2009. Il y avait un restaurant juste à côté où la serveuse Hélène appelait tout le monde « chérie » et se souvenait de ma commande après la 2e visite. Café noir, 3 œufs, pain au levain grillé et bacon extra croustillant. Elle n'a jamais demandé pourquoi j'étais la seule, mais je pense qu'elle savait. Les gens à l'ancienne comme elle n'ont pas besoin de détails. Ils vous donnent juste un sourire, une recharge et de l'espace pour respirer. À la fin de la 2e semaine, j'ai recommencé à écrire. Rien de fantaisiste, juste des notes, des pensées, quelques pages par nuit. Des choses que je ne m'étais pas autorisé à admettre à voix haute. Des choses comme « j'étais un bon père ». Je n'étais pas parfait, mais je répondais présent. Cela aurait dû compter pour quelque chose. Et, Kylian me manque, mais pas la version que Karine a faite de lui. Le gamin qui s'endormait sur ma poitrine en regardant des vidéos de Monster Truck me manque. Et peut-être la plus difficile à écrire, ce n'était pas entièrement de sa faute. Je l'ai laissé faire. Je suis resté silencieux trop longtemps. Je me suis fait tout petit. Il y avait de la puissance dans ces mots. Pas de pardon. Pas encore, mais de la puissance. Cette 3e semaine, Richard m'a proposé un poste permanent de superviseur sur le chantier. Il a dit, tu fais du bon travail, tu as de l'avance sur le calendrier. Tu sembles plus concentré ces derniers temps. Tu as du leadership en toi, a-t-il dit, en me tapant dans le dos avec ses lourdes mains. Ne le gaspille pas en te cachant en arrière-plan. Cela m'a frappé alors, le nombre d'années que j'avais passé à éteindre ma propre lumière juste pour que quelqu'un d'autre ne se sente pas mal à l'aise. Combien de fois j'avais dit, tout ce que tu veux, chérie, ou, c'est bon. Je m'en occuperai, juste pour maintenir la paix. Mais la paix sans respect n'est pas la paix. C'est un contrôle silencieux. Alors, j'ai accepté la promotion. Et avec le salaire supplémentaire, j'ai quitté le motel pour un petit appartement d'une chambre à quelques rues de là. Rien de fantaisiste, juste 4 murs, un chauffage qui marche et un Porsche avec assez d'espace pour une chaise et une tasse de café. Et pour la première fois depuis des années, c'était à moi. Chaque clou, chaque cadre photo, chaque tasse dans le placard, tout m'appartenait. Pas de placard partagé, pas de tension étrange dans l'air. Juste le calme. Et pas le genre suffocant non plus, le genre qui ressemble à la guérison. J'ai aménagé un petit espace de travail dans le coin près de la fenêtre, j'ai acheté un bureau d'occasion, une lampe, et j'ai recommencé à dessiner. Des plans, de petits designs, des idées de projets pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. Quand Kylian était enfant, nous construisions des nichoirs ensemble. J'ai retrouvé le vieux carnet où nous avions griffonné des plans. Des pages tachées de chocolat chaud et de feutre. Cela m'a fait sourire, mais cela a aussi fait mal au plus profond de ma poitrine. Mon fils me manquait. Pas l'adolescent qui se moquait de moi à table. Pas l'enfant qui riait quand sa mère me tendait cette carte cruelle, mais le petit garçon qui s'endormait sur mes épaules à la foire de l'État. Des mains collantes,
serrant la barbe à papa, pointant les manèges et demandant « On peut, papa ?» Juste un de plus. Ce garçon était toujours là quelque part. Je ne savais juste pas s'il reviendrait un jour. 2 jours après mon emménagement dans le nouvel endroit, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un dessin. Des lignes maladroites et inégales colorées avec une forte pression. Un grand arbre, un homme barbu, un enfant tenant une canne à pêche, et dans le coin, les mots « Je suis désolé. J'ai été méchant. Je t'aime, papa. » C'était signé. Kylian, 6 ans. Je sais que j'ai 14 ans, mais j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je suis resté assis là pendant 10 minutes, tenant ce morceau de papier comme si c'était du verre. Cela a brisé quelque chose en moi, mais pas dans le mauvais sens. Plutôt comme la dernière fissure avant qu'une coquille ne tombe. Le lendemain, je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Papa. Sa voix s'est brisée comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'appelle réellement. Salut, mon pote. Silence. Puis, je suis désolé. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste écouté sa respiration. Puis j'ai dit, moi aussi. Il a reniflé. Maman a dit que tu étais en colère contre nous. Je ne voulais pas lui faire porter ce poids. Je n'allais pas transformer cela en jeu de blâme. C'était juste un enfant, mais je n'allais pas mentir non plus. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Mais j'avais besoin d'espace. Parfois, quand les gens sont blessés encore et encore, ils ont besoin de temps pour savoir quoi faire ensuite. Tu me détestes ? Cela m'a brisé. Non, ai-je dit rapidement. Jamais. Pas une seconde. Il est resté silencieux à nouveau. Puis il a demandé, je peux te voir ? Je lui ai dit que j'y penserais, que j'avais besoin d'un peu plus de temps, mais que je l'appellerais bientôt. Il a dit, d'accord, et nous nous sommes dit au revoir. Et quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs de colère, pas le genre de pleurs de fatigue, le genre qui vient quand l'espoir se glisse enfin par une fissure dans la porte que l'on pensait sceller pour toujours. Plus tard cette semaine-là, j'ai de nouveau rencontré l'avocate. Elle s'appelait Stéphanie, la cinquantaine, des yeux intelligents, un ton sans fioriture. J'ai examiné les finances. Elle a dit, vous avez un dossier solide, surtout avec la documentation que vous avez conservée, les comptes joints, les SMS et les preuves de négligence émotionnelle. Si vous voulez poursuivre, nous pouvons déposer la motion initiale la semaine prochaine. J'ai hoché la tête. Qu'en est-il de la garde, ai-je demandé. Elle a croisé les mains. Étant donné l'âge de Kylian, le tribunal tiendra compte de ses préférences. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes stable, employé, sans antécédent de violence ou de toxicomanie. Le fait que vous soyez parti discrètement au lieu de faire un esclandre à la maison jouera en votre faveur. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Que espérez-vous, Thomas ? Cette question a plané un instant. Je ne veux pas la détruire, ai-je dit. Je veux juste les quitter. Je veux être de nouveau un père. Je veux arrêter d'être traité comme un distributeur de billets ambulants. Stéphanie a hoché la tête. Alors commençons à reconstruire cela. Et c'est ce que j'ai fait. Pièce par pièce. J'ai pris un abonnement à une salle de sport, juste un petit endroit local au bout de la rue. J'ai recommencé à soulever des poids, à courir sur le tapis roulant. Non pas parce que je voulais impressionner qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin de me sentir forte à nouveau dans mon propre corps, dans ma propre peau. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux de Karine. J'ai arrêté d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'ai arrêté de me demander combien de temps j'aurais pu tenir parce que la vérité, c'est que j'avais déjà tenu plus longtemps que la plupart des gens. Mais chaque homme a sa limite. La mienne était une carte, une part de cheesecake avec le nom de quelqu'un d'autre dessus. Un rire d'un fils qui ne savait pas qu'il venait de briser le cœur de son père. Et maintenant je me relevais, pas vite, pas fort, doucement, comme un arbre poussant à travers le béton. Fort, stable, inarrêtable. C'est étrange la façon dont la clarté s'installe. Pas comme un coup de foudre, mais plutôt comme un lever de soleil. Progressif, doux, indéniable. C'est ce que j'ai ressenti en sortant du bureau de Stéphanie après notre 3e réunion. La brise d'automne piquait mes joues,
l'air vif avec ce parfum net de novembre. Mi-fumée de bois, mi-feuilles sèches, mi-quelque chose de nostalgique que l'on ne peut pas vraiment nommer. Le soleil avait plongé bas derrière les toits, peignant tout en or. Et alors que je serrais ma veste et me dirigeais vers mon camion, j'ai réalisé quelque chose au plus profond de mes os. Je n'étais plus en colère. Pas de la même manière que lorsque je suis parti pour la première fois. La colère brûle vite. C'est une fusée éclairante. Elle peut vous pousser à la porte, bien sûr, mais elle ne vous fera pas continuer à marcher. Ce qui me faisait avancer n'était pas la rage. C'était quelque chose de plus froid, de plus calme. La détermination. Et la première règle de la revanche, me suis-je dit, était simple. Ne jamais agir par dépit. C'est comme ça qu'on devient désordonné. C'est comme ça qu'on se trahit. Mais si vous agissez avec détermination, avec patience, c'est alors que cela devient autre chose. La justice. Cette nuit-là, de retour dans ma petite location, j'ai étalé tous les documents que j'avais sur la table de la cuisine. Relevés bancaires, factures de carte de crédit, police d'assurance, même de vieux emails. J'ai tout gardé des 10 dernières années. Et maintenant, pour la première fois, j'ai tout regardé avec des yeux ouverts. Le nom de Karine était partout, chaque compte, chaque achat. Chaussures, journée au spa, billets de concert. Elle vivait comme quelqu'un qui n'avait rien à perdre parce qu'elle supposait que je la rattraperais toujours. Mais je n'étais plus le filet, et cela la terrorisait. Richard est passé ce week-end pour déposer quelques outils de rechange que j'avais laissés sur le chantier. Il n'est pas du genre bavard, mais alors qu'il se tenait sur le pas de ma porte, la main sur le cadre de la porte, il m'a jeté un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect, comme s'il voyait l'homme derrière le silence. « Tu t'installes » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « J'y arrive », il s'est gratté le menton. « Tu as déjà pensé à te lancer en indépendant ?» Cela m'a pris au dépourvu. « Quoi ? Comme contractant indépendant ?» Il a dit, « J'ai vu tes designs, ta gestion de chantier, la façon dont l'équipe écoute quand tu parles. Tu as plus en toi que tu ne le sais. » Je n'ai rien dit au début, j'ai juste regardé autour de mon petit endroit calme. Et je l'ai ressenti. La possibilité. Pas le genre de souhait. Le genre qui vous regarde fixement et vous défie de passer à l'action. J'y penserai, ai-je dit. Il m'a tendu un dossier. Commence par ça. L'un de mes anciens clients possède un tas de propriétés au bord du lac. Il veut quelqu'un de fiable pour remodeler l'ensemble du portefeuille. Je lui ai parlé de toi. J'ai pris le dossier. Merci, Richard. Il a haussé les épaules. N'oublie juste pas les petits gars quand tu seras riche. J'ai souri pour la première fois depuis ce qui semblait des mois. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des plans, des descriptions de projets, des budgets, tout était clair, gérable. Plus que ça, c'était une porte. Et pour la première fois, je voulais la franchir, non seulement pour échapper à quelque chose, mais pour construire quelque chose de nouveau. Mais avant de pouvoir construire quoi que ce soit, je devais démolir quelque chose parce qu'il y avait encore des dettes à payer. Pas de l'argent, mais du respect, de la dignité, la vérité. Et si Karine pensait qu'elle pouvait pleurer devant mon patron, inventer une histoire et me ramener dans sa toile avec quelques reniflements et un « Kylian te manque », elle était sur le point d'apprendre quelque chose d'important. Je n'étais plus le même homme qui était parti avec rien d'autre qu'un sac de sport et un cœur douloureux. J'étais plus aiguisé maintenant, et j'avais un plan. La première pièce est tombée en place 2 jours plus tard. J'ai déposé une requête auprès de Stéphanie pour une séparation formelle, initiant la division des biens et les discussions sur la garde légale. Karine n'avait rien déposé. Peut-être qu'elle attendait que je revienne en rampant. Peut-être qu'elle pensait que le silence était temporaire. Quoi qu'il en soit, elle n'était pas prête. C'était la première étape, contrôler le récit. La deuxième étape était plus délicate. J'avais besoin que Kylian voie la vérité, non pas par amertume, mais avec clarté. Je n'allais pas dire du mal de sa mère. Cela ne ferait que se retourner contre moi. Mais je pouvais lui montrer qui j'étais vraiment. Alors je l'ai rappelé, je l'ai invité, juste pour quelques heures. Il a hésité au début. Karine aussi. Elle m'a envoyé un SMS. Il n'est pas prêt.
Ne le confonds pas. Mais je ne demandais pas la permission. Quand Kylian est arrivé, il avait l'air différent. Pas physiquement. Il avait toujours cette tignasse et ce sweat à capuche trop grand. Mais quelque chose dans son visage était plus doux, plus incertain, comme s'il n'était plus sûr de qui j'étais ou s'il avait le droit de me manquer. Je nous ai fait des burgers. Rien de fantaisiste, juste comme il les aimait. Plus de cornichons, des petits pains grillés. Je n'ai pas posé de questions sur l'école. Je n'ai pas fouiné. J'ai juste parlé. Je lui ai raconté les projets sur lesquels je travaillais. Je lui ai montré les croquis. Je l'ai laissé m'aider à teindre un vieil établi que j'avais acheté au marché aux puces. À mi-chemin du ponçage du bord, il a dit, « Je me souviens quand on a construit ce nichoir. Tu m'as laissé utiliser le marteau même si maman disait que je m'écraserais les doigts. » J'ai ri. « Tu t'es écrasé les doigts. » Il a souri. « Oui, mais c'était cool. » Et à ce moment-là, il ressemblait à nouveau à mon fils. Pas celui que Karine avait transformé en une mini-version de son indifférence froide. Celui qui me faisait confiance autrefois. Nous n'avons pas parlé de l'anniversaire ou de la carte ou de la nuit où je suis parti. Nous n'avons pas eu à le faire. Je l'ai laissé partir avec le nichoir. Je lui ai dit qu'il pouvait le peindre comme il voulait. Il a souri. Il a dit qu'il reviendrait le week-end prochain si j'étais libre. C'était la 3e étape. Reconstruire le pont planche par planche. Puis vint la 4e étape, la mise en place. J'ai commencé à suivre des ateliers pour petites entreprises au centre culturel communautaire local. Discrètement, anonymement, j'ai appris comment enregistrer une SARL, comment gérer les contrats, comment protéger légalement mon travail. J'ai même embauché un graphiste indépendant pour créer un logo. Thomas Green Rénovation, propre, net, le mien. J'ai gardé un profil bas. Pas de réseaux sociaux, pas d'annonces. Je ne voulais pas que Karine soit au courant. Pas encore. Laissez-la penser que je pansais mes plaies, que je dormais sur des canapés, bloqué dans les limbes. Pendant ce temps, je réseautais avec d'autres entrepreneurs, alignant 3, 4, 5 chantiers. Assez pour me mener jusqu'au printemps. Assez pour faire une déclaration. Puis j'ai rencontré Stéphanie à nouveau. « Êtes-vous sûr de vouloir pousser ça maintenant ?» a-t-elle demandé. « Vous avez l'élan, mais ça va devenir désordonné. » « Je sais, » ai-je dit, « mais j'ai besoin de la vérité sur papier. » Alors, nous avons déposé la série suivante. Une motion demandant la garde conjointe avec un temps de présence physique égal et un audit financier détaillé des 2 dernières années de dépenses du ménage. Cette dernière partie, c'était l'allumette, car Karine avait puisé dans des économies. Je n'avais pas touché pendant des mois, vêtements, abonnements, un abonnement à un spa. Je ne savais même pas qu'elle en avait un des milliers d'euros. Elle ne m'avait pas seulement chassé émotionnellement. Elle me saignait aussi financièrement. Et maintenant, elle devrait l'expliquer au tribunal. C'était la 5e étape, exposer les fissures. Je ne me réjouissais pas de l'idée de traîner ça devant des avocats. Je ne voulais pas que Kylian soit pris au milieu, mais je n'allais pas non plus me laisser effacer. Je m'étais reconstruit brique par brique et maintenant les fondations étaient solides. Alors quand Karine a enfin appelé, sa voix aiguë, cassante, tremblante sous la surface, j'étais prêt. « Tu as demandé la séparation » a-t-elle sifflé. « Tu mauditais » Correct. C'est vindicatif, Thomas. Non, c'est nécessaire. Pourquoi faire? Tu penses que cela fait de toi le meilleur parent? Non, ai-je dit calmement. Mais cela fait de moi celui qui est présent. Silence. Puis du venin, tu me punis. Non, ai-je dit, je me protège. Et Kylian, de la version de toi qui a oublié comment être un partenaire. Elle a commencé à dire autre chose, mais j'ai raccroché. Cette conversation n'était pas pour son bénéfice. C'était pour le mien. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place une semaine plus tard. Kylian est revenu, cette fois avec une boîte de vieilles photos. J'ai trouvé ça, a-t-il dit. Maman allait les jeter. Je lui ai dit non. À l'intérieur se trouvaient des clichés d'il y a des années, des voyages de camping, des fêtes d'anniversaire, des dimanches matins sur le canapé avec des dessins animés. L'un d'eux me montrait portant Kylian sur mon dos, tous les deux riant.
Je peux rester dormir, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai juste ouvert la porte plus largement et souri. Et en le voyant entrer, j'ai réalisé quelque chose. La vengeance ne consistait pas à faire souffrir Karine. Il s'agissait de s'assurer qu'elle ne détiendrait plus jamais ce genre de pouvoir. Il s'agissait de reprendre mon histoire. Et je n'avais pas encore fini. Loin de là. La tempête est venue en silence. Pas avec des cris ou de la vaisselle cassée. Pas de scène de tribunal théâtral. Pas d'appel tard le soir rempli de culpabilité ou de supplication. Juste un effilochage constant. Une étape silencieuse après l'autre jusqu'à ce que tout ce que Karine tenait pour acquis commence à lui échapper. Et je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Cela a commencé avec la médiation pour la garde. Je suis arrivé tôt, chemise repassée, jean propre, un dossier de documents à la main. Kylian n'était pas présent. Cette partie viendrait plus tard. Mais je savais dans quoi je m'engageais. Karine allait se pavaner, essayant de construire un récit où j'étais le méchant, le déserteur, le mari émotionnellement distant qui a craqué sous la pression. Mais ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était à mon calme. Elle portait une robe gris clair, les cheveux bien coiffés, un maquillage juste assez subtil pour dire « Voyez, c'est moi la stable ». Son avoué, un homme qui semblait avoir fait ses études en intimidation, la flanquait avec une tablette et une expression suffisante. Stéphanie était assise à côté de moi, calme, concentrée. Elle a fait glisser un classeur sur la table. À l'intérieur, 2 ans de relevés bancaires détaillés. Chaque euro dépensé par Karine, ses frais de spa, ses virées en boutique, des paiements par carte de crédit d'urgence à un salon à 2 villes de là, des copies de SMS, son accusé de réception signée des économies jointes, et à côté, un tableau clair de mes revenus et des dépenses de Kylian. Tout organisé, surligné, rendu comptable. L'avocat de Karine a froncé les sourcils. La mâchoire de Karine s'est tendue. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai même pas souri. J'ai juste dit que je voulais la garde partagée, un emploi du temps cohérent, 1 semaine sur 2. Pas de pension alimentaire, juste une responsabilité égale. Son avocat a éclairci sa gorge. Étant donné que l'enfant réside à temps plein avec Madame Green, Stéphanie l'a coupé, temporairement, uniquement en raison du déménagement volontaire de Monsieur Green pour désamorcer un environnement domestique émotionnellement dangereux, ce que nous avons documenté en détail. Ils ont essayé de changer de sujet, on dit que la scolarité de Kylian pourrait en souffrir, que la routine comptait, que mes heures de travail n'étaient pas prévisibles. Mais Stéphanie était prête. Elle a remis les propres mots de Kylian, sa lettre, la photo du nichoir, la note de la conseillère scolaire confirmant qu'il avait demandé à parler de son père absent. Et bien sûr, le propre message vocal de Kylian enregistré sur mon téléphone où il avait dit « Je veux passer plus de temps avec papa. Maman est toujours en colère maintenant ». Ce message vocal à lui seul a changé l'atmosphère de la pièce. Karine m'a regardé comme si elle voyait un fantôme. Pas l'homme qu'elle ignorait autrefois. Pas l'homme qu'elle avait réduit à une blague sur une carte d'anniversaire, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un de reconstruit. Quelqu'un qu'elle ne comprenait plus. En fin de compte, ils ont accepté. Garde partagée. 50-50e. 1 semaine sur 2. Je suis sorti de cette réunion non pas avec une victoire, mais avec quelque chose de mieux. L'équilibre. La vague suivante est arrivée quelques semaines plus tard. À ce moment-là, j'avais lancé mon entreprise discrètement. Sans tambour ni trompette, juste un site web, une annonce locale et un slogan simple, construit avec intégrité. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu. Les clients du lac ont adoré le travail. Ils ont posté des photos avant et après. Tagué mon entreprise, m'ont recommandé dans les groupes Facebook de la communauté. Un soir, Kylian et moi sommes sortis manger des burgers. Le même endroit où nous allions quand il était petit. Nous étions assis dehors sous des lampes chauffantes, les serviettes grasses s'accumulant alors que nous rions d'un chien qui aboyait à son reflet dans une voiture qui passait. Il a dit, « Maman dit que ton entreprise n'est pas réelle. Elle a dit que c'est juste une phase. » J'ai fait une pause, puis j'ai souri. C'est ça. Il a hoché la tête, mais ensuite elle a vu ta publicité à l'épicerie et est devenue très silencieuse. Je n'ai pas répondu, j'ai juste siroté ma boisson. Karine avait toujours aimé l'image, la réputation, les apparences. Pour elle,
Le succès n'était pas une question de stabilité, mais de contrôle. Elle ne se souciait pas que nous ayons de l'argent tant qu'elle contrôlait la façon dont il était dépensé. Et elle ne s'attendait certainement pas à ce que je construise quelque chose sans son approbation, mais je l'ai fait, brique par brique. C'est alors que le dernier domino est tombé. J'ai reçu un appel de l'école de Kylian. Ils organisaient un panel de parents pour les propriétaires d'entreprises locales, des modèles qui pourraient parler aux enfants du travail acharné, de l'entrepreneuriat et de la construction d'une vie à partir de zéro. Ils voulaient moi. Apparemment, Kylian avait soumis mon nom. J'ai dit oui. La veille de l'événement, j'ai trouvé un mot dans le sac à dos de Kylian, plié, une écriture brouillonne. Papa, je suis fier de toi. Je me vante de toi tout le temps. Tu es le meilleur homme que je connaisse. Je l'ai fixé longtemps. J'avais déjà gagné. Bien avant que Karine ne s'en rende compte, bien avant que le juge ne signe des papiers, car la vengeance, bien faite, n'a pas besoin de feu d'artifice. Juste de la persévérance. Mais je n'avais pas encore tout à fait fini. Karine n'avait toujours pas appris. Elle avait mis la main sur le seul endroit que je n'avais pas touché, notre ancien conjoint, celui que j'avais cessé d'alimenter quand je suis parti, mais qui était toujours techniquement en copropriété. Je l'avais laissé ouvert pour une seule raison, l'effet de levier. Début janvier, après avoir réglé la garde et finalisé la séparation légale, j'ai demandé à Stéphanie d'envoyer un avis formel et une offre pour partager le compte et le clôturer définitivement. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a vidé le reste. J'ai vu cela se produire transaction par transaction, 900 € pour une boutique, 600 € pour une retraite bien-être, 400 € pour des cadeaux pendant les fêtes. Pas pour Kylian non plus. Je savais que ces cadeaux venaient de moi. Je ne l'ai pas confronté. J'ai attendu. Puis, avec l'aide de Stéphanie, j'ai déposé une plainte formelle, détournement financier d'actifs matrimoniaux conjoints post-séparation. Techniquement, ce qu'elle a fait était légal, mais contraire à l'éthique, et les juges n'aiment pas l'éthique. Nous avons programmé une audience. Karine est arrivée avec le même sourire figé et la même démarche trop confiante. Mais son avocat, un autre gars, plus jeune, moins poli, clairement un choix bon marché. Elle ne l'avait pas vu venir. Stéphanie a expliqué au juge tout ce qui s'était passé, le moment des dépenses, la preuve que j'avais demandé la fermeture du compte de bonne foi, le manquement de Karine à répondre, et l'intention évidente de vider les fonds par dépit. Le juge a hoché la tête, a pris des notes, puis lui a ordonné de rembourser la moitié, 3 600 € en versement mensuel avec intérêt. Elle a explosé. C'est ridicule. Il m'a quitté. Le juge n'a même pas sourcillé. Et vous avez riposté financièrement. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mademoiselle Green. En sortant du tribunal, Karine m'a rattrapé dans les escaliers. Tu avais tout planifié, a-t-elle sifflé. Je me suis arrêté, je me suis retourné pour lui faire face. Non, ai-je dit. C'est toi. J'ai juste tenu un miroir. Elle a ouvert la bouche, mais je m'éloignais déjà. Plus de leçons, plus de supplications, plus d'explications. La dernière pièce du passé s'est mise en place, et je l'ai laissée derrière moi. Les mois ont passé, le printemps est arrivé. Kylian a passé ses semaines avec moi à construire des choses, de petits projets, des étagères de garage, des niches pour les voisins. Il a même aidé à concevoir mes nouvelles cartes de visite. Un matin, nous étions assis sur le porche. Il sirotait son jus d'orange. Je buvais mon café. Il a dit, « Tu es plus heureux maintenant. » J'ai hoché la tête. Oui, je le suis. Il s'est penché en arrière. Je crois que moi aussi. J'ai souri. Bien. Il a hésité, puis a demandé, « Penses-tu que maman changera un jour ?» Je n'ai pas menti. Je pense qu'elle sera qui elle choisira d'être. J'ai dit, mais nous n'avons pas à être qui nous étions. Il a regardé le nichoir, maintenant patiné par le temps, toujours suspendu au porche. Il a dit, merci de ne pas avoir abandonné. Et à ce moment-là, chaque contusion de chaque année passée s'est estompée un peu plus. Parce que je n'ai pas eu ma vengeance en criant. Je n'ai pas gagné en la punissant. J'ai gagné en me choisissant. En m'éloignant d'une maison qui ne ressemblait pas à un foyer et en construisant une qui l'était. En m'éloignant du bruit et en redevenant l'homme que j'étais avant que la vie ne m'épuise.
En étant un père. Non par obligation, mais parce que je refusais de laisser mon fils grandir en pensant que l'amour ressemblait au silence et au sacrifice. Alors, si vous lisez ceci, assis dans votre propre pièce silencieuse, vous demandant si partir vous rend faible, ce n'est pas le cas. Cela vous rend honnête. Et parfois, c'est la chose la plus courageuse que vous ferez jamais. J'ai mangé mon gâteau d'anniversaire en silence, mais j'ai construit le reste de ma vie en paix.